Salut les boss, aujourd'hui un tout nouveau format, j'ai décidé de partir au Mexique et de vous emmener avec moi pour explorer le pays et aussi découvrir son histoire et sa culture. Alors pour ce trip, je suis pas parti seul, hein. Lui c'est Eloane, mon associé et ami qui est venu avec moi. C'est lui qui produit une bonne partie de mes vidéos et je trouvais ça cool de vous le présenter. Et puis lui c'est Loïc, c'est lui qui va nous filmer tout au long de cette aventure. C'est la première fois qu'on se rencontre et on ne se connaissait pas 5 minutes avant d'avoir commencé à tourner. On va vous emmener dans notre petite aventure un peu culturelle quand même, parce que bon, faut quand même pas déroger à la règle. Et puis non, ça va être excellent. On vous emmène. Situé entre les États-Unis et le Guatemala, le Mexique c'est un pays qui est souvent associé à l'Amérique latine parce qu'on y parle espagnol, mais en fait il est à mi-chemin entre l'Amérique du Nord avec les États-Unis et le Canada et l'Amérique centrale. Il est constitué de 32 États, ce qui en fait une république fédérale, un peu comme les États-Unis, et d'ailleurs la forme longue du pays c'est les États-Unis mexicains. Géographiquement c'est un géant. Avec ses 2 millions de kilomètres carrés, le Mexique est tout simplement le 14e pays le plus grand du monde. Ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'environ la moitié de son territoire est situé à plus de 1500 mètres d'altitude. Je vous ai même trouvé une station de ski. Bon, c'est la seule du pays, mais quand même, ça veut dire qu'on peut skier au Mexique. En fait, il y a deux chaînes de montagnes qui prennent en sandwich le plateau mexicain. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la majorité de la population ne s'est pas concentrée sur le littoral, sur les côtes comme beaucoup de pays, mais davantage dans les terres, parce que le climat y est plus doux, et aussi parce qu'historiquement, ce sont là que les grandes villes se sont installées. On compte 128 millions de Mexicains, ce qui en fait le 10e pays le plus peuplé au monde. Sa population est plutôt jeune puisque l'âge moyen est de 29 ans. Mais moi ce qui me fascine le plus, c'est que le Mexique c'est le berceau de civilisations incroyables qui ont disparu, et comme Netflix n'a pas encore fait une série, nous on a décidé de venir sur place pour vous en parler. Retour sur Terre. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Bon les gars, on se retrouve dans notre chambre d'hôtel, tranquillement. Et demain on se lève à 7 h, c'est un peu tôt, mais c'est pour la bonne cause parce qu'on va voir l'une des 7 merveilles du monde qui s'appelle Chichén Itzá et on va vous expliquer plein de trucs. Je vous en parlais, le Mexique a vu naître de nombreuses civilisations qui ont disparu, et parmi elles, il y a les Mayas. Les Mayas, c'est une civilisation qui a duré pendant plus de 3000 ans. Ils se sont installés dans le sud du Mexique et aussi une partie de l'Amérique centrale. Il y a 4000 ans, alors que la civilisation égyptienne connaît une période prospère et que la ville de Babylone commence à se développer, eh bien ici, une nouvelle civilisation voit le jour. On est en l'an moins 2000 et la civilisation maya se met en place. Elle est organisée en plusieurs cités-états indépendantes, souvent en compétition ou en alliance les unes avec les autres. Chacune avait son propre gouvernement, sa propre élite dirigeante et son armée. Les Mayas étaient impressionnants parce qu'ils faisaient partie des civilisations les plus avancées de l'époque. Ils développaient des réseaux de commerce à travers toute la région, inventaient une architecture ingénieuse en construisant des temples, des pyramides, des palais et aussi des observatoires très sophistiqués. Ce sont aussi de grands artistes. Sculptures, céramiques et fresques murales sont riches en symbolisme religieux. Les Mayas, c'était de vrais cracks en ce qui concerne l'astronomie et les maths. Ils savaient lire les étoiles, calculer le temps qui passe. Ils avaient notamment déjà des calendriers de 365 jours, mais aussi des calendriers sacrés. Rappelez-vous le fameux calendrier Maya qui s'arrêtait en 2012. Les astres avaient une énorme importance pour les Mayas qui construisaient des temples alignés avec le soleil par exemple. Alors c'est le cas ici à Chichén Itzá avec la pyramide de Kukulcán qui se trouve juste derrière moi. 2 fois par an, au moment des équinoxes, le soleil crée l'illusion d'un serpent qui rampe le long des escaliers. Ça fait plaisir de le voir en vrai. Non, si c'est impressionnant en vrai d'avoir beaucoup travaillé dessus et tout, de l'avoir vu en photo, ça fait quand même quelque chose de le voir en vrai.
L'effondrement de la civilisation maya reste un mystère non élucidé. On date leur fin à peu près à l'an 900, ce qui fait une existence de plus de 3000 ans. Et ça, c'est une véritable dinguerie, parce que si on se prend aujourd'hui, eh bien, ça nous amène à l'an -1000, et clairement, nos civilisations modernes n'existaient pas. Alors, plusieurs hypothèses expliquent l'effondrement des Mayas. La première, c'est celle d'un changement climatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Mayas reposaient sur un système agricole intensif. Sauf que lorsque le climat changea, ce système il se trouva bien moins productif. Une autre explication, c'est celle de la multiplication des conflits et des guerres. Ces conflits et ces guerres ont conduit à l'effondrement des ressources du peuple et aussi à la décadence des systèmes politiques et sociaux. La plupart des chercheurs s'accordent pour dire que l'effondrement des Mayas a été causé par une combinaison de plusieurs de ces facteurs et non pas par un seul événement cataclysmique. Mais les Mayas ne sont pas les seuls à avoir peuplé le Mexique avant l'arrivée des colons européens. D'autres grandes civilisations les ont précédés et d'autres leur ont succédé, comme les Aztèques par exemple. En fait, les Aztèques ont émergé 500 ans après la disparition des Mayas. Ils se sont implantés un petit peu plus au nord dans le pays. Ce sont des guerriers redoutables, des bâtisseurs hors pair et des croyants fervents qui ont construit l'une des civilisations les plus puissantes d'Amérique. En fait, ils se sont vraiment développés à partir de l'an 1200. Leur capitale, Tenochtitlan, est une mégacité construite sur des îles avec des marchés gigantesques, des pyramides et des jardins flottants. Une sorte de Venise, mais encore plus épique. Les Aztèques sont très connus pour leurs dieux, leurs cérémonies colorées et puis aussi leurs sacrifices humains. Et tout comme les Mayas, ils avaient une société hyper avancée en matière d'art, d'astronomie et aussi d'écriture. Mais un beau jour, le bruit court, des étrangers qui ne ressemblent à rien de ce qu'ils connaissent déjà viennent d'accoster sur leur territoire à bord de surprenantes machines flottantes. Que Moctezuma II prenait Hernán Cortés pour un véritable dieu et l'a accueilli, l'a invité. On est en 1519 et Moctezuma II, qui est l'empereur des Aztèques, décide d'envoyer des émissaires à la rencontre de ces nouveaux arrivants. Et ces nouveaux arrivants, ils sont dirigés par un homme, un conquistador que vous connaissez peut-être. Cet homme, c'est Hernán Cortés. Et en fait, Hernán Cortés, il décide de mettre son camp de base sur l'île de Cozumel. C'est là qu'il va accoster en premier. Et ensuite, il va essayer de conquérir les terres mexicaines, tout simplement. Et à la suite de ça, il va y avoir une série d'événements qui changeront complètement l'histoire. Et donc, avec une poignée d'hommes et quelques armes avancées, Hernán Cortés décide de conquérir les terres mexicaines. Et ça, il va le faire de manière très maligne. Parce qu'en fait, il va nouer des liens avec des tribus locales qui sont contre les Aztèques. Ça va lui permettre à la fois d'avoir des renforts et en même temps d'avoir des insights sur les techniques des Aztèques et donc les attaquer plus facilement. Et donc à Tenochtitlan, qui est la capitale aztèque, l'empereur Moctezuma II va accueillir de manière pacifique Hernán Cortés. Alors vous allez me dire pourquoi de manière pacifique? Parce qu'au début, il est considéré comme l'incarnation d'un dieu. Et ça, Hernán Cortés, il va évidemment jouer, il va aussi capturer l'empereur Moctezuma II. Alors ça va donner lieu à des tensions, hein, tu t'imagines bien, jusqu'à une certaine nuit qu'on appelle la Noche Triste. C'est une nuit de massacre et pendant laquelle finalement les Espagnols vont finir par fuir, mais avec un mauvais cadeau, je crois. C'est-à-dire que les Espagnols fuient, mais ils vont pouvoir revenir plus tard et profiter d'un peuple aztèque totalement affaibli. Affaibli pourquoi? Parce que les Espagnols avaient laissé de la maladie, tout simplement. Ils avaient la variole. Maladie, la variole exactement, qui a décimé la population aztèque et qui a permis du coup le conquistador de revenir et au bout de quelques mois de combat, de détruire l'empire aztèque et de démarrer tout simplement une nouvelle ère, celle d'une domination espagnole en Mésoamérique. J'ai plus envie de me baigner non plus. Alors déjà, pour l'anecdote, on ne devait pas être sur cette plage. C'est-à-dire qu'on nous a refusé l'accès. Des flics sont venus nous voir en disant non, vous n'avez pas le droit d'avoir accès à cet endroit-là. Puis finalement, ils ont dit si, puis non, puis si, puis non. Et en fait, on est finalement sur cette plage. Après la chute de l'Empire aztèque en 1521, le Mexique entre dans une nouvelle ère sous le joug espagnol. La nouvelle Espagne est née avec Mexico comme capitale, Mexico qui est tout simplement l'ancienne Tenochtitlan. Les Espagnols apportent avec eux le catholicisme, remodelant la religion et la culture. L'exploitation des richesses et aussi des peuples indigènes refondent complètement la société mexicaine parce que ça devient monnaie courante. Au 19e siècle, inspiré par d'autres révolutions, le Mexique se soulève pour sa liberté. Le pays obtient son indépendance de l'Espagne en 1821. Ici, comme tu peux l'entendre, on est à Valladolid. C'est une ville qui a été fondée par les conquistadors espagnols. Et juste derrière moi, on a le temple de San Servacio. Cette église catholique a été construite sur un ancien temple maya. Le Mexique est donc le produit d'une
histoire multiple, partant de tribus ancestrales en passant par de grandes civilisations qui ont progressivement basculé, notamment avec l'arrivée des colons. Et aujourd'hui, l'héritage des peuples mésoaméricains, tout comme la culture coloniale espagnole, font partie intégrante de la culture mexicaine, ce qui en fait un pays aux multiples facettes fascinantes. Et cet héritage culturel, on le retrouve aussi là-dedans. Parce que oui, comment vous parler du Mexique sans parler de sa gastronomie? Et je vous cache pas que depuis qu'on est arrivé, c'est la régalade. Alors évidemment, il y a le célèbre taco. Alors attention, ça n'a rien à voir avec votre truc de gros porc avec du kebab, des merguez ou je sais pas quoi. Et d'ailleurs, ce plat, c'est un héritage direct des peuples précoloniaux dont on a parlé. Le maïs était l'un des principaux aliments cultivés à l'époque et donc on en a créé des galettes de farine de maïs qu'on garnissait d'autres ingrédients. Et aujourd'hui, il est devenu largement un symbole de la cuisine mexicaine comme la pizza l'est pour l'Italie. Et si tu manges des tacos, faut aussi que tu goûtes le fameux burrito. C'est très délicieuse. Ah, c'est une dinguerie par contre. Ouais, bah là il fait beau, il y a le soleil, il y a pire comme cadre pour se faire tacos. Ah, t'as les lunettes de kiffer en plus mec donc... Ouais, ça me donne envie de kiffer. On vient de choper une caisse, la dernière caisse de Touloum je crois. On fait le plein. Là on est en train de faire le plein et on va direction Punta Alen, qui est un endroit de fou malade dans la réserve de Siancan, en espérant, puisque ça va être des routes un peu sinueuses, vous allez le voir, mais en espérant ne pas défoncer la voiture. Sur moi t'as tout niqué mais je suis qu'un enfoiré. De temps en temps je te mentais. Alors ici les gars, je suis au plein cœur du Mexique, dans le Yucatan. C'est une réserve biologique qui s'appelle Siancan, une réserve naturelle qui est incroyable. Elle se situe à 10 km seulement de Tulum, juste en dessous. Mais la différence, elle est saisissante puisqu'à Tulum, il y a énormément de touristes. Mais ici, en fait, on y va en voiture. La route, elle est complètement défoncée. Mais du coup, il y a beaucoup moins de monde et les paysages sont juste fabuleux. Ce qui est incroyable ici, c'est qu'il y a des milliers d'espèces qui sont protégées. Tu as des espèces de lamantins, tu as des dauphins, des crocodiles, tu as aussi des singes hurleurs, enfin plein de choses. Et donc, c'est un lieu qui est exceptionnel. Alors ici on est dans la mangrove et juste là tu as des canaux qui ont été construits par les Mayas pour rejoindre la mer et qui montrent toute leur ingéniosité. Et aujourd'hui c'est un spot qui est incroyable pour flotter sur l'eau, se détendre et puis aussi admirer les paysages naturels. Welcome to Punta Alen. Vous vous rendez pas compte à quel point on a un peu galéré, à quel point on est loin là de toute ville. On a un petit hôtel là qui nous attend et non, ça a l'air magnifique. Le Mexique, c'est aussi un trésor naturel, il fait partie de ce qu'on appelle les megadivers. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des pays où il y a une quantité faramineuse d'espèces animales et végétales. Ce sont les pays les plus riches de notre planète en matière de biodiversité. Et côté flore, c'est un paradis de cactus, d'orchidées exotiques et de centaines d'espèces de piments. En fait, on y trouve un peu de tout. Des déserts arides, des forêts tropicales humides et des récifs coralliens. Le Mexique les a tous. Sa faune est aussi un spectacle en soi. On y trouve des jaguars, des papillons monarques et même des baleines grises. Il fait beau. Alors les gars, on se retrouve le matin dans notre petit paradis. Honnêtement, regardez un petit peu derrière, c'est magnifique. Et surtout, il n'y a vraiment pas grand monde. Voilà, tranquillement, on se remet en route. On part un peu plus vers le nord. C'est une des dernières étapes pour nous. C'est magique, en vrai, on se réveille.
Déjà, ça vous vous rendez pas compte, mais la température elle est vraiment très très douce, il fait super bon, super beau. On a des petits bruits des oiseaux le matin sous les palmiers, on s'est vraiment bonne ambiance. Et là le petit déj avant de repartir. Il est assez tôt en vrai, il est à peu près 7 h du matin là, mais c'est un vrai kiff. Et sur la route, on s'est arrêté et on s'est rendu dans ce qu'on appelle un cénote. C'est une cavité naturelle qui a été formée par l'effondrement du plafond d'une grotte souterraine et c'est caractéristique de la péninsule du Yucatan au Mexique. Dans la civilisation maya, les cénotes étaient parfois considérés comme des lieux sacrés et étaient utilisés pour des rituels religieux. D'ailleurs, cénote, ça vient de tsenot en maya qui signifie puits sacré. Aujourd'hui, beaucoup de cénotes sont des attractions touristiques populaires dans lesquelles on peut se baigner et faire des sauts. On s'en est pas privé et on en a bien profité, n'est-ce pas Eloane ? Oh, c'est mon casque qui tombe. Quoi? C'est bon. Voilà. C'est à Mexique. Bon, évidemment, on peut pas tout vous expliquer et tout vous montrer de la culture mexicaine, mais c'est une culture qui est extrêmement riche et je voulais vous parler de deux trucs assez fascinants ici. La première, c'est la célébration du Dia de los Muertos. C'est une période où les familles honorent leurs proches décédés à travers des autels colorés, des offrandes et des célébrations joyeuses. Et c'est ça qui est ouf, hein, une célébration qui à première vue macabre, elle est transformée en quelque chose de positif et d'heureux. Et d'ailleurs, Disney en a fait un film d'animation en 2017 qui s'appelle Coco et qui est vraiment très cool. Et l'autre coup de cœur culturel dont je voulais vous parler, c'est le couple d'artistes Frida Kahlo et Diego Rivera. Elle est évidemment très connue pour ses autoportraits très expressifs, comme par exemple la colonne brisée que vous voyez à l'écran. Et elle est aussi très connue pour sa relation tumultueuse avec Diego Rivera. Alors lui, il est aussi artiste, mais il est davantage connu pour des grandes fresques murales, comme celle au Palais National de Mexico par exemple, qui illustre l'histoire politique et sociale du pays. Et ce couple très engagé politiquement était pendant la première partie du XXe siècle une figure de proue de la culture mexicaine, et c'est encore le cas aujourd'hui. Puis enfin, je voulais vous en parler, mais en venant ici, on s'est aussi rendu compte de l'impact négatif qu'avait le tourisme de masse sur l'environnement. D'un côté, tu as des spots incroyables comme Cancun ou Tulum qui attirent les foules et boostent l'économie locale, mais de l'autre, ça crée évidemment une pression extrêmement forte sur l'environnement. Là, actuellement, je suis à Tulum, c'est devenu un paradis clairement instagrammable, et le revers de la médaille, c'est la pollution et la menace sur les écosystèmes fragiles comme les récifs coralliens ou bien les cénotes par exemple. Et puis Cancun, avec ses méga hôtels et ses plages hyper bondées, elle fait face à des défis énormes en matière de gestion de déchets et de préservation de la nature. Et aujourd'hui, c'est le défi de taille pour le Mexique, comment accueillir les voyageurs tout en préservant ces trésors naturels. Un autre problème majeur, et vous le savez sûrement ici, c'est le trafic de drogue et la violence liée aux narcos. En fait, les cartels, ce sont un peu comme des entreprises criminelles géantes, elles luttent pour le contrôle des territoires, et on peut même les considérer comme le 5e employeur du pays, si on peut dire comme ça, puisqu'elles emploient environ 175 000 personnes. Le nombre de victimes a plus que triplé entre 2007 et 2021, on parle de 27 victimes pour 100 000 habitants par an, ce qui fait environ 35 000 morts. Et l'un des cartels les plus puissants ici, c'est le cartel de Sinaloa, qui est très présent sur la face pacifique du pays, et qui est réputé pour ses réseaux de distribution de drogue, notamment aux États-Unis. Parmi les problèmes du pays, il y a ça juste ici, le Coca-Cola. Dis-toi que le Mexique, c'est le premier consommateur du monde, ils en consomment environ 145 litres par an et par habitant, et dans certaines régions, c'est même 700, soit 2 litres par jour. Alors si tu ajoutes à la surconsommation de coca une nourriture trop grasse et trop salée que l'on retrouve beaucoup dans les régions les plus pauvres du pays, ça détruit totalement la santé des Mexicains. D'ailleurs, la population présente un très fort taux de diabète. Tout ça, ça s'explique aussi par le fait que le coca, c'est moins cher que l'eau. Ouais, ça là, c'est moins cher que l'eau. En plus de ça, l'exploitation des ressources en eau par Coca-Cola pour produire ses propres boissons a aggravé les pénuries d'eau locale, ce qui a évidemment affecté la disponibilité en eau potable pour les populations vulnérables. À coup de grandes campagnes marketing, Coca-Cola s'est imposé dans la culture mexicaine. Dans certains états, c'est même devenu un élément central de certains rituels religieux. Il y a même des chamans qui t'expliquent qu'ils peuvent te soigner du diabète avec du Coca-Cola et des sacrifices d'animaux. C'est sur ces belles paroles que notre trip au Mexique touche à sa fin. Je te laisse avec quelques images du voyage et on se retrouve juste après en France pour un petit débrief de tout ça. Et
hop, ça y est les boss, me voilà de retour en France avec des étoiles plein les yeux. Ça fait quand même plaisir de revenir ici, même si bon, ce voyage culturel était quand même incroyable. Franchement, le Mexique c'est fou, hein. Les paysages sont à couper le souffle, la nourriture est bonne, les gens sont gentils, enfin bref, je vous conseille à 100%. En tout cas, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu, j'espère aussi que vous avez appris des choses sur le Mexique, parce que son histoire elle est quand même incroyable. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter et aussi à vous abonner, ça soutient la chaîne de ouf, et pour des projets comme ça, bah, c'est hyper important, parce que cette vidéo elle est totalement financée par nous-mêmes, donc plus on a de vos retours, mieux c'est. Et puis sinon ça change pas, on se retrouve la semaine prochaine avec un tout autre sujet. Ciao. Je veux savoir ce qui s'est